Bonsoir à tous, bonjour à tous. Ah, je me suis fait attendre cette fois-ci, hein. Bonsoir Baptiste, bonsoir Raphaël, Catherine, Johan, Mertens, c'est Jean-Luc ou Jean... Ah, je me rappelle plus. Voilà, donc bonsoir à tous. Donc là, c'est un live un peu spécial autour de l'électroculture parce que j'ai appris, comme certains d'entre vous. Ah, bonsoir Jean-Luc Mertens, ouais. Bonsoir Johan, Richard, Séverine. Euh, c'est une soirée un peu spéciale parce que j'ai appris que Patrick Flanagan nous a quittés vers d'autres cieux, on va dire, hein. C'était le 20 décembre, donc c'était hier dans la nuit. C'était un génie que je connaissais, on va dire, par ses livres et on a quelques contacts interposés, hein. Je connais quelques contacts qui le connaissaient directement. Euh, et aussi, par la même occasion, je veux aussi rendre hommage à Harry Oldfield, qui est aussi un génie du même style. Euh, Différent, hein. Harry Oldfield, c'est un Anglais. Patrick Flanagan, c'est un Américain, on va dire, hein, de Californie, je suppose, je pense. Donc, je vais un peu vous raconter ce que j'en sais comment ils m'ont marqué, on va dire, hein, ou ce qu'ils m'ont inspiré. Et vous verrez, c'est des génies particuliers quand même. Voilà. Pendant que tout le monde nous rejoint, voilà, sortez d'abord un peu d'eau, ça fait toujours du bien. Mon père disait toujours, il boit pas d'eau parce que l'eau, c'est trop fort, ça porte les bateaux. Alors, il buvait des bières. Et du vin. Voilà, voilà. Il a, il a aussi vécu assez longtemps. Le mode de vie sain ou pas sain, on peut se poser des questions si vraiment ça influence notre durée de vie, hein. Parce que par exemple, Patrick Flanagan, lui, il était assez très intéressé à rester jeune, à vivre plus longtemps, et il a fait un tas de thérapies dans sa vie pour vivre jeune et plus longtemps. En fin de compte, il est décédé à un âge assez courant, commun, hein. Je pense qu'il était même végétarien aussi, ou vegan même. Ça, j'en sais pas le détail, mais je pense qu'il était végétarien. Et mais voilà, vous voyez, il est décédé. Ouais, de quoi est-il décédé, Patrick Flanagan? Il est décédé, il a eu des AVC et son corps on va dire, a lâché petit à petit de vieillesse, hein. Euh, voilà, ça c'est ce qu'on peut lire dans les différents posts de l'entourage de Patrick Flanagan. Euh, Ouais. Donc, qui était Patrick Flanagan ou comment je l'ai découvert de mon côté? Déjà, c'était pendant mes études, hein. Je lisais ce livre-là, hein, mais c'était en flamand ou en anglais que je le lisais, je me rappelle plus, mais ça c'est la version française, vous voyez. Fantastique recherche parapsychique en URSS. Hein, donc, c'est vraiment, vous voyez, alpha, oméga, hein. Ça s'est publié en français par les Énigmes de l'univers Robert Laffont. Vous pouvez peut-être encore trouver au marché d'occasion. Et donc, Patrick Flanagan, comme aussi Harry Oldfield, dont je parlerai après plus, ils étaient tous les deux passionnés par toutes nos compétences ou nos facultés extrasensorielles, parapsychiques, notre faculté de notre cerveau, du corps humain.
ils étaient très très intéressés par tout ça. On le lit ça dans leurs livres respectifs. Et ça permet de comprendre après ce qu'ils ont inventé aussi comme technique, technologie qui peut nous servir aussi. Parce que ça va vraiment dans ce sens-là. Hein, et vous verrez que nos capacités sont exceptionnelles. Patrick Flanagan, par exemple, c'était déjà depuis tout jeune un génie. À 9 ans, lors d'un concours scientifique, on va dire, comme ils font aux États-Unis, où les jeunes peuvent faire des expériences, hein, faire des sortes de mise en scène d'expériences, et présenter ça lors de sortes de foires à l'école, euh, où ils présentent ce qu'ils ont bricolé, inventé. Bah lui, comme jeune de 9 ans, qu'est-ce qu'il fait? Il bricole de l'électronique et il invente un système de détection de lancement de missiles et de fusées dans le monde entier. Donc lui, de fin fond des Amériques, là, dans un petit village ou la ville où il habitait, il faisait la démonstration qu'il pouvait détecter et prédire, il pouvait même déterminer l'endroit exact à quelques kilomètres près, si c'est pas encore plus précis, dans le monde entier où était lancé un missile et à quelle heure. Hein. Vous imaginez en 9 ans. Et la logique derrière ça, c'est très intéressant, c'est que quand la fusée allume ses moteurs, hein, son réacteur, on va dire, ça va brûler euh, le gaz à très haute température et cela va exciter les atomes, les molécules de l'air et du gaz même. Et cela va alors émettre un rayonnement radio, on va dire, hein, qui correspond aux fréquences, où ça va émettre certaines fréquences de rayonnement qui est spécifique aux molécules échauffées. Et donc, du coup, ça va émettre ces fréquences qui vont, à 360 degrés autour du missile, vont émettre et, et ils vont faire le tour de la Terre. Un peu comme la radio de longue longueur d'onde, on peut écouter la radio du monde entier. Ben, là, il va capter les fréquences de l'ionisation de l'air et il va les capter alors venant de 3 directions. Et quand il a capté la même fréquence à un certain moment, en fonction du délai, c'est peut-être des microsecondes, des secondes, je peux pas vous dire, je pense des secondes, il pourra dire, voilà, du nord, la fréquence arrive, voilà, par exemple, à 5 heures, et à 5 heures 5 secondes, elle vient de l'est, à 5 heures 7 secondes, elle vient de l'ouest. Donc, je peux vous dire, voilà, à telle position, un missile a été lancé. Vous voyez, c'est quand même fou. C'est très logique, très simple, c'est très scientifique. Lui, à 9 ans, il invente ça. Donc, je parle là de Patrick Flanagan. Hein. Et donc, imaginez-vous l'importance de cette découverte aussi pour l'armée. L'armée, il peut ainsi déterminer où a été lancé un missile, de où exactement. Que ce soit en mer, d'un bateau, que ce soit... il n'y a plus de secret, même les missiles actuels, parce qu'ils fonctionnent encore avec des fusées qui ionisent l'air. Donc, même encore actuellement, ça permet de détecter à quelques centaines de mètres près, peut-être même au mètre près, hein, ça permet de détecter où a été lancé un missile. Hein, donc, qui est le responsable? En fin de compte, c'est ça, ça permet de dire, voilà,
tel pays ou tel groupe terroriste ou tel lieu est le responsable qui était à ce lieu-là précisément à ce moment-là. Ben voilà, tel est le responsable de ce lancement de missile, par exemple, je sais pas, ou une machine qui est là, ou n'importe. Donc à partir de là, il y a les services secrets américains, les militaires américains qui l'ont détecté, ce Patrick Flanagan, et qui ont commencé à le suivre de près. Et il a même alors travaillé avec les autorités américaines. Hein. Il a travaillé sur des inventions, sur des technologies. Pourtant, lui, donc c'était un brillant chercheur. Il a sûrement, je pense qu'il a fait des études, peut-être pas, mais n'importe. Il faisait ses études à sa façon. Hein. Après, il a développé des systèmes, par exemple, de communication avec les dauphins. Donc, c'est un système qui permettait de transformer le langage humain en langage dauphin et le langage dauphin en langage humain. Donc, une invention aussi de Patrick Flanagan, qui est, je pense, encore assez secret militaire, mais ça permettait que l'armée américaine utilise, c'est très malheureux, hein, et je pense que ça a fait beaucoup de mal au cœur à Patrick Flanagan, parce que je pense que c'est une personne d'une grande bonté, d'une grande gentillesse. Quand on lit ses livres et quand on le connaît, il voulait vraiment mettre la connaissance et la technologie au service du bien-être des gens. Il n'était pas du tout dans la logique de faire la guerre ou de l'armement. C'était vraiment pas sa première volonté, ça. Mais voilà, il a quand même gagné sa vie, une partie de sa vie en travaillant avec les militaires, à ce que j'ai lu. Hein, après, je sais pas tout non plus. Mais vous pouvez aussi apprendre ça hein, dans ces interviews, sur YouTube et tout. Hein, vous trouvez ça aussi. Et donc, il a développé un système de langage avec les dauphins. Et après, il a encore développé d'autres choses. Il a par exemple développé un appareil qui s'appelle le neurophone. Donc, donc qui est issu quelque part des technologies développées pour la communication avec les dauphins. Parce que vous allez voir, c'est très spécial. Donc, le neurophone, là, j'en ai un, c'est une version ancienne. Hein, il a eu différentes versions. Oui. Hein, le neurophone. Et donc, qu'est-ce que c'est? Le neurophone, là, vous avez une prise jack. Vous mettez dans votre lecteur CD ou votre lecteur MP3, n'importe, hein, où vous avez, par exemple, une musique ou un cours de langue ou un cours ou un livre ou quelque chose que vous voulez apprendre, par exemple, ou que vous voulez lire. Un livre audio, par exemple, voilà. Ou même un micro classique qui écoute quelque part. Et donc après, ce signal audio va être transformé là dans le boîtier par l'électronique. Et après, vous avez deux électrodes, voilà, qui est relié à l'appareil. Et ces deux électrodes, vous les mettez sur votre nez, si vous voulez, sur votre peau, sur votre orteil, sur votre petit doigt, n'importe. Et vous entendez directement le son dans votre cerveau. Même les gens qui n'ont pas d'oreille, hein, donc même si on est sourd, que physiquement l'oreille ne fonctionne pas, hein, qu'il y a un problème médical quelconque au niveau de l'oreille, vous allez entendre le son parce que ça va agir directement sur le nerf, vous voyez, sur le nerf qui va vers votre cerveau. Ça fait un court-circuit de votre oreille. Ça permet, par exemple, à des sourds d'entendre. À beaucoup de sourds, peut-être pas tous, parce que ça dépend quelle est
la cause ou l'origine de leur surdité naturellement. Je ne veux pas donner des faux espoirs non plus à certains, mais beaucoup peuvent entendre avec ça. Et, euh, et ça permet aussi d'apprendre beaucoup plus vite n'importe quoi, parce que ça va, ça va rentrer beaucoup plus profondément dans votre subconscient. Et une clé de l'apprentissage, c'est de, de court-circuiter le barrage de notre conscience qui veut tout analyser, qui se dit, oh, ça c'est difficile, oh, ou ça c'est facile. Ça, c'est un filtre parce que il y a en fin de compte rien qui est difficile et rien qui est facile. C'est simplement comme c'est tout. Mais ça permet de court-circuiter et d'agir directement avec notre conscience, notre subconscient, notre conscience profonde, on va dire. Parce qu'on l'entend, on en est conscient, hein, quand on entend le signal. Mais on va se rappeler beaucoup plus vite, beaucoup plus facilement de ce qu'on a appris. Donc, c'est une des technologies qui peut aider à l'apprentissage plus rapide, on va dire, ou plus facile. Hein. Euh, voilà. Ben, moi, j'ai pas beaucoup utilisé ça, un petit peu comme ça pour essayer par curiosité, passion, parce que moi, je m'intéresse à toutes sortes de choses comme ça. C'est pour ça, c'est comme ça que j'ai découvert l'existence de Patrick Flanagan aussi, hein, et Harry Oldfield. C'est parce que je m'intéresse aussi à tous ces sujets. Hein. Donc voilà. Et après, il a, je suppose, encore inventé différentes choses. Hein. Mais après, dans les années 70, il a écrit ce livre-là. Vous voyez, Pyramid Power, The Millennium Science. Vous voyez, Dr. G. Patrick Flanagan. Voilà. Donc, sa première phrase là, ou de résumé, hein. Le livre a été originellement publié au début en 1973. Vous voyez, et euh, ça a été diffusé à plus de 1 million d'exemplaires en 1973. Hein, c'est vraiment un des livres de référence autour du pouvoir des pyramides. C'est vraiment beaucoup de livres après font référence à son livre. À tous, quasiment tous les livres après lui font référence à son livre. C'est vraiment, on voit qu'il y a beaucoup d'informations qui sont encore publiées aujourd'hui dans des livres. Ben, c'est lui qui les a découverts. Hein, il a découvert énormément de choses. C'est pas que lui, il a repris des infos des autres. Ouais, peut-être un peu aussi. Mais il a aussi découvert des choses vraiment très intéressantes. Par exemple, ça, c'est la version plus moderne que vous pouvez acheter sur Internet. C'est le même livre, hein. Hein, Pyramid Power, c'est une réédition. Hein, La science du cosmos. Hein, vous voyez. Et donc là, vous voyez Patrick Flanagan avec sa compagne. Donc ça, c'est, on va dire, il y a quelques années, la photo là. Ouais. Et par exemple, là, j'ouvre au hasard, il montre la circulation de l'énergie éthérique. Vous voyez ce qui est écrit en dessous? Ether, Circulation and Vortex Neutron. Vous voyez? Hein? C'est pour dire que voilà, hein, on parle de, de, de l'éther là en ce moment, hein, dans les derniers lives, là vous voyez, il en parle aussi. Et des taures, hein, des tauroïdes. Regardez, hein, lui il parle de ça aussi. Hein. Ouais. Vous voyez, là, par exemple,
Donc ça, c'est d'un champ magnétique. Ah non, ouais, ou d'un... Bah, on peut comparer, c'est un peu un champ magnétique comme Ken Wheeler explique ça aussi. C'est un nouveau génie, on va dire, hein. Mais par exemple, vous voyez là, les forces acting on double vortex, hein. Donc c'est intéressant. Mais il parle des pyramides naturellement, hein. Il parle de systèmes euh, ouais, électroniques aussi, hein. Il met des structures électroniques. Il parle aussi des recherches de Les Brown, hein, donc dont je fais souvent référence aussi au niveau des pyramides sur les plantes, hein. Ben voilà, je vous laisse découvrir ça. Ben, par exemple, là, il parle aussi des mesures euh, euh, des effets sur les plantes qu'il a mesurés avec des détecteurs, hein. Donc, vous voyez, avec des électrodes sur la feuille. Après, il soumet à l'énergie pyramide et il voit comment la plante réagit. Donc, tout ça, il a fait ça, hein. Il a fait ça. Donc, ça, c'est dans son livre de, de 1973, hein. Hein, vous imaginez? Hein. Bah, il parle aussi de l'énergie Kirlian, hein. Là, il parle, bah voilà, ça c'est un schéma électronique pour faire le système Kirlian, c'est tout simple, hein. Ouais. Ben, vous trouvez des livres là-dessus aussi sur le Kirlian. Mais c'est pour dire, voilà, toutes ces recherches, hein, qui l'ont amené. Bah aussi, regardez, ça peut donner des idées. Vous voyez là, ça c'est une pyramide, et après là, il met un aimant, et là, un autre aimant. Vous voyez? Et bien orienté selon le champ, selon la pyramide, pour amplifier l'effet de la pyramide. Vous voyez, donc ça c'est intéressant, hein. On peut imaginer qu'on a une pyramide comme ça et qu'on met un aimant d'un côté, un aimant de l'autre, ou juste un aimant du côté sud, je pense que ça suffit, mais dans la bonne direction, et ça peut augmenter certains effets de la pyramide, hein. Donc, donc lui, il a fait des expériences comme ça, hein. Vous voyez? Donc là, il note Testing the effects of external magnetic fields on the pyramid. Ah, vous voyez, donc c'est vraiment très intéressant. Euh, ouais, après, il parle aussi de du nombre d'or, hein, dans la pyramide, hein, le phi, hein, le nombre d'or, etc., etc. Bah, il parle aussi comme on parle en électroculture, vous voyez, avec l'ionosphère. Vous voyez là? Donc là, il parle qu'entre la Terre et l'ionosphère, euh, il y a 0,25 farad. Donc ça, c'est en capacité, en condensateur. Et il y a 200 ohms, un peu d'ampérage et autour des 400 000 volts selon son schéma. Vous voyez? Donc là, il note, hein, il note 200 ohms, 0,25 farad et 400 volts. Vous voyez? Donc c'est quand même intéressant ça. Et, et donc là, il montre le courant électrique. Vous voyez, là, il montre comment il voit le courant électrique et après qui est redéchargé avec les orages sur Terre. Ça fait un courant. Voilà. C'est un exemple. Mais tout ça, vous trouvez dans son livre. Vous voyez, je n'ai pas découvert ça, inventé ça de nulle part. Un exemple, on parle beaucoup de la mise à terre, l'importance de marcher pieds nus et la mise à terre. Ben lui, c'est déjà dans son livre de 1973. Regardez, regardez là. Vous voyez l'image là, hein, avec donc il dit, c'est la distorsion du champ de la Terre autour du corps humain, hein. Donc vous voyez. Donc ça fait vraiment, vous voyez, il y a notre énergie. Nous, on est comme une excroissance de la Terre, un peu comme une plante, d'une certaine façon, hein.
ou une montagne, une plante, un humain qui est connecté à la Terre, il est comme une excroissance de la Terre. Vous voyez? Et donc, et ça augmente notre énergie naturellement, hein, c'est le principe de la mise à terre. Hein. Euh, ouais, il a fait, je vous invite, hein, pour les plus passionnés d'entre vous, à lire son livre là. Hein. C'est naturellement très technique, hein, très scientifique, technique comme ça. Et, après, il a fait un deuxième livre qui est beaucoup plus récent. Et ça, c'est un livre qui est sorti vraiment qu'il y a quelques années. Je pense que c'est des informations qu'il voulait absolument publier, je pense, avant de partir. Hein. Donc, parce que là, ça c'est, ouais, il y a marqué, parce qu'il en parlait beaucoup dans ces dernières années, hein, de ce livre-là. Pourtant, il y a marqué que c'est quand même de 1975, 2, 3 ans après. Mais j'ai jamais trouvé ça dans des vieux livres. Hein. Mais il en parlait plutôt là les dernières années. Vous voyez, là, ça c'est une édition de 2016. Donc c'est vraiment très récent. Et donc là, qu'est-ce qui est intéressant là dans ce livre-là surtout, c'est euh, c'est qu'il a découvert déjà qu'il existe une sorte de champ de tension. Mais tension, pas dans le terme électrique du terme, hein, mais une tension, imaginez que vous avez, je sais pas moi, par exemple, je vais prendre une carte là, et vous créez une tension. Vous voyez, comme ça, une tension. Hein, c'est une carte de Noël que j'ai reçue d'un ami. Hein. Merci Thomas. Vous voyez, vous créez une tension comme ça. Ben, là au-dessus, il a développé un appareil de mesure qui peut mesurer le champ de tension. Il y a une sorte de rayonnement qui se crée. Hein. Vous voyez, une sorte de rayonnement à cause de la tension. Vous voyez, à cause de ce côté ressort, ce côté tension, il y a une sorte de rayonnement là qui est généré. Donc ça, c'est intéressant aussi. C'est très intéressant. Euh, et il a inventé un système là-dessus et il a développé des technologies aussi après autour de ça. Quoi encore? Qu'est-ce qu'il a encore découvert? C'est l'histoire des cônes. Vous voyez? Des cônes, les générateurs de cônes. Il fait le pont entre les pyramides et les cônes. Et c'est ça qui m'a aussi amené à m'intéresser aux cônes. C'est en même temps, on va dire, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai lu ou trouvé en premier, mais c'est ça qui m'a amené à vouloir mesurer l'angle du cône de la tour ronde. Vous voyez, de la tour ronde paramagnétique comme il y a en Irlande. Hein. Et donc, il y a vraiment un lien entre cet angle-là et les pyramides. Vous voyez, c'est 51 degrés. Vous voyez. Hein, donc, et on voit que la technologie autour de ces tours rondes, des proportions, des mesures de l'influence du magnétisme, tout ça, c'est les mêmes logiques qu'il y a derrière que ceux des pyramides. Vous voyez, c'est vraiment une approche des pyramides, pas ésotérique, machin, non. C'est vraiment mesurable, c'est vraiment il a vraiment fait des découvertes mesurables et mesurées avec des appareils de mesure électroniques. Hein. Ouais. Voilà, ça c'est la vulnéraire, la plante. Santé, ça sent très bon et c'est très bon pour la santé. Ouais. Vous voyez, ça c'est une dame qui fabrique ses liqueurs de plantes ou ses alcools de plantes dans les Alpes en biodynamie, excellente qualité. Hein, mais faute de trouver des repreneurs et les problèmes d'État, taxation, etc.,
elle est obligée d'arrêter, on va dire, hein, ou presque à la fin de la carrière, à un moment donné, il faut bien s'arrêter un jour, et c'est dommage que ça ne sera pas repris. Il y a comme ça énormément d'entreprises artisanales qui disparaissent en France, qui font pourtant des produits de qualité avec une clientèle, hein, mais cause des problèmes de l'État, de la surtaxation et de la difficulté de trouver des repreneurs dans ce contexte-là, hein, beaucoup d'entreprises disparaissent. C'est très triste. Après, c'est remplacé par hein, ce qu'on veut pas. Donc, regardez l'image là qu'il a mis sur ça. Vous voyez, il y a un cerveau là. Hein, il aimait bien parler de la glande pinéale aussi. Il y a les pyramides. Ah, voilà, c'est symbolique, hein. Très intéressant. Et donc, il parle des cônes. Et ça, c'est très intéressant, hein. Les cônes, on va encore en reparler dans les prochains temps. Ça peut être aussi très intéressant, hein. C'est pour ça que maintenant, sur les tours rondes, je conseille maintenant, et je fabrique avec d'autres, je fabrique les cônes maintenant aussi, et je diffuse ça sur le site. Et je conseille de mettre des cônes, hein. Voilà. Comme un exemple, ça c'est un brevet de la NASA. Il fait référence, là, vous voyez. Ça, c'est un brevet qui permet de capter certaines très hautes fréquences d'ondes et de transformer en électricité. Et inversement, de transformer de l'électricité en ondes de très haute fréquence. Hein? Donc, il appelle ça Electromagnetic Wave Energy Converter. Hein? Donc, c'est un système qui permet de convertir l'énergie électrique en énergie électromagnétique et inversement, etc. Donc, et ça, on retrouve aussi dans certaines antennes qu'il y a dans la nature, ou les cônes, là, ou les pyramides, hein, ça permet de transformer de l'énergie électrique de la Terre, on va dire, en une sorte d'énergie électromagnétique de très haute fréquence. Et inversement, ça permet de capter des très hautes fréquences qui nous proviennent du cosmos peut-être et autres, et de le transformer de nouveau en une sorte d'énergie électrique ou électromagnétique terrestre. Vous voyez, et ça peut aussi comme ça agir comme générateur d'électricité, un cône, hein. Ah, on a parlé dans les précédents lives des techniques tatars et des techniques tartares et des techniques russes récentes de captation ou de transformation d'électricité. Ben, vous voyez, ça rejoint ce que ce que Patrick Flanagan a découvert là, hein. Ça rejoint aussi les travaux de Phil Callahan, hein, dont je faisais le lapsus là. Ouais. Donc, très, très intéressant, hein, Patrick Flanagan. Ouais, c'est vraiment une des références, son livre, hein, pour ceux qui veulent vraiment approfondir le côté électronique, le côté scientifique du fonctionnement des pyramides et des cônes, de ces structures. C'est vraiment une référence. Mm. Ben voilà, donc je vous ai montré ses livres, je vous ai un peu parlé de ce qu'il fait. Après, il a aussi travaillé un peu au niveau de la santé, hein, au niveau de, comme je vous disais au début, hein, il cherchait des techniques pour rester en bonne santé, etc. Mais voilà, ça c'est moins mon domaine. Alors, il diffusait des sortes de compléments alimentaires, hein, comme on trouve un peu. Hein, donc, c'est intéressant aussi ce qu'il a fait dans ce domaine. Ce qui est aussi intéressant avec son approche
à Patrick Flanagan qui m'a beaucoup inspiré, c'est que il diffuse tout. C'est qu'il n'a pas vraiment de secret. C'est que vraiment, il est très généreux. Quand on lit ses livres vraiment dans les détails et qu'on les relit, on se rend compte qu'en réalité, il n'a pas vraiment beaucoup de secrets. Il est vraiment très généreux et il diffuse l'information. Maintenant, quand ils vendent ces différents compléments et objets, etc., il vend, il gagne sa vie comme ça. Bah là, il a plus de secrets. Ah, plus de secrets. C'est que si on veut vraiment chercher, on trouve, hein. Mais il l'a dit toujours à un endroit ou à un autre en général. Ou il a écrit à un endroit ou à un autre. Mais, euh, mais voilà, il veut non plus pas donner les connaissances à n'importe qui. C'est pour ça qu'il faut un peu chercher. Et ça, je comprends tout à fait. Euh, voilà, ben j'espère en tout cas que son neurofaune et cette découverte vont pouvoir continuer à exister, à se développer parce que c'est vraiment, ça le mérite et ça peut vraiment aider beaucoup de monde dans notre société. Euh, Ce qui est étonnant aussi, hein, ce qui est impressionnant, c'est la synchronicité de Michael Wells, si vous avez vu sur le groupe. Donc c'est un artiste musicien qui a fait un concert le 19 décembre au soir. En France, il y avait une salle de 200-300 personnes et, euh, et il pensait à Patrick Flanagan. Il ne savait pas pourquoi, mais ça l'intéresse aussi beaucoup, ses recherches. Et il avait monté une pyramide sur un miroir avec un cristal en boule, hein. Vous trouvez la vidéo sur le groupe et sur YouTube. Et il a projeté des lumières dessus et derrière il y avait un écran avec des pyramides un peu comme là. Hein, il y avait quatre pyramides comme ça avec le soleil qui brillait au milieu. Et donc ça faisait un peu penser à, j'ai pas une autre image là, mais voilà. Et les pyramides de Gizeh avec le soleil qui brillait au milieu. Et il faisait une musique qui était très 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 jolie, très belle. Je pense même en 432 Hz. Et à vérifier, mais je pense que lui il fait en 432 Hz. Et ce qui est fou, c'est que c'est la synchronicité. Que la même nuit, Patrick Flanagan est décédé, hein, dans les bras de sa compagne, euh, en Équateur. Hein, donc il avait une maison, il me semble, en Équateur où il est décédé. Il avait aussi une maison en Californie où il habitait aussi, et en Équateur. Et donc il est décédé là-bas. Hein, donc c'est quand même assez fou. Hein, j'ai une de mes meilleures amies aussi qui habite en Équateur, je dois dire. Salut Oksana, si un jour tu regardes le live. Et donc c'est quand même assez impressionnant ces coïncidences, cette synchronicité. Hein, Michael Wells, si on traduit Well, ça veut dire source aussi. Hein, c'est quand même assez marrant. Et Van Doorn, mon nom, Van d'eau, de l'eau, des Van d'eau. Vous voyez? On ouvre les Van d'eau. C'était quand même rigolo. Donc, il y a un lien avec l'eau, les pyramides et le travail à Patrick Flanagan, hein, c'est sûr. Hein. Il aimait bien l'eau, hein, en tout cas aussi. Mais voilà, Patrick Flanagan, c'est vraiment un génie. Voilà, toute vie sur Terre a une fin, je dirais. Hein. Donc, il a eu sa vie. Là, je pense il a, je pense qu'il a quand même été heureux. Hein. Après, il n'avait pas l'air malheureux, en tout cas, quand on le voyait. Euh, c'est vraiment une source d'inspiration. Hein. Vraiment un génie comme il n'y en a pas beaucoup. Il y en a.
et une source d'inspiration pour aussi les temps futurs et nos recherches. C'est vraiment si on est dans l'électroculture et la recherche de toutes ces énergies subtiles et qu'on veut que une petite bibliothèque, il faut au moins avoir ces livres. Ça, c'est sûr. Hein. Voilà. Bah, je pense que j'ai fait un peu le tour. Ouais. Mais on en reparlera, c'est sûr. Maintenant, Harry Oldfield. Lui, c'est donc Harry Oldfield. Lui, il est décédé le 14 août 2019. Donc, lui, c'est moins connu parce que il était pas sur Facebook, il était très discret, lui, hein, que Patrick Flanagan, lui, il aimait bien être vu, il aimait bien, il était tout autre caractère, on va dire, hein, que Harry Oldfield, lui, il était beaucoup plus discret, mais aussi un génie, hein. Et donc, Harry Oldfield s'est passé tout à fait inaperçu son décès. Moi, je l'ai su. Pourquoi? Parce que déjà, je l'avais rencontré euh, en 2012, la première fois. Hein, je ne le connaissais pas avant 2012. Que Patrick Flanagan, lui, je connais depuis une vingtaine d'années, on va dire, hein, depuis mes études, depuis la fin de mes études, quand j'ai découvert ses livres. Et le neurophone, parce que je m'intéressais à étudier plus rapidement. Et voilà. Mais Harry Oldfield, lui, j'ai découvert en étant invité au festival Eternal Knowledge Festival en Angleterre. Et là, il y avait plusieurs conférenciers, hein, vraiment des conférenciers exceptionnels. Il y avait par exemple Harry Oldfield. Pour moi, Harry Oldfield, c'était celui qui sortait vraiment du lot euh, par rapport à mes passions et par rapport à ce qui m'intéressait moi personnellement. Hein, après, tout dépend. Les sujets qui nous intéressent, un conférencier va plus nous intéresser qu'un autre. Mais il y en avait deux qui sortaient du lot, je dirais, c'est Harry Oldfield et John Stuart Reid. John Stuart Reid, qui est aussi maintenant, qui est aussi âgé, on va dire, mais encore en forme, hein, et qui s'intéresse aussi aux pyramides et au son, et à la musique et au son, et qui fait des recherches autour de ça. Et Harry Oldfield, lui, il est vraiment hors du commun au niveau de ses recherches. Par exemple, donc lui, il faisait vraiment une conférence là-dessus. J'en ai les frissons. Il me parle plus parce que je l'ai rencontré en plus. C'était, hein, donc, mais vous voyez, mais j'ai les poils qui se dressent. Ah, ouais, mais tellement ça me donne des frissons. Mais Harry Oldfield, vraiment, j'aurais envie de l'embrasser tellement il fait vraiment chaud au cœur. C'était un homme très chaleureux, très convivial, très intelligent, très a vraiment un grand cœur. Il voulait vraiment aider les gens avec ses techniques, avec son savoir-faire, avec ses connaissances, avec ses conseils. Euh, Est très modestement humble et très toujours avec beaucoup d'humour. Hein, je vous invite à regarder ces conférences sur YouTube et à les télécharger aussi. C'est Harry Oldfield à Glastonbury, par exemple, en 2012. Hein. C'est vraiment magnifique, ces conférences. Et donc, vous voyez, Harry Oldfield, Invisible Universe. Hein. Et donc, qu'est-ce qui a marqué? The story of one man's search for the healing methods that will help us survive the 21st century.
Vous voyez, ça c'est un livre des années, je vais vous dire, ah ben vous voyez, ça c'est ce qu'il m'a noté là. Vous voyez, ça c'est il m'a noté. J'ai une dédicace là. To my good friend and fellow scientist Yannick and his good lady wife Chantal, with much love and best wishes. Dr. Harry Oldfield, 14-9-2012. Ah, donc ça c'est ce qu'il m'a écrit, très gentil. Et donc ça c'est un livre de 1998. Ouais. Mais il a un autre livre aussi. Vous voyez, ça c'est un livre qui a été écrit de deux auteurs qui ont écrit sur la vie, sur Harry Oldfield et ses recherches. Hein, et après, il a un autre livre que lui a écrit avec une autre personne, hein, donc Harry Oldfield et Roger Cogill, The Dark Side of the Brain, Major Discoveries in the Use of Kirlian Photography and Electrocrystal Therapy. Et ça, c'est un livre qui est beaucoup plus ancien, je pense. Donc ça, c'est un livre des années... Ah non, c'est pas si ancien. Ah, 1988. Hein, donc voilà. Maintenant, il faut savoir que Harry Oldfield, il est dans la thérapie avec les cristaux, la photographie Kirlian depuis les années 70, 1970 environ. Donc lui, c'est vraiment un grand spécialiste de tout ce qui est déjà la photographie Kirlian. Donc c'est un système qui permet de voir l'énergie comme l'aura, mais il n'aimait pas appeler ça l'aura parce que pour lui c'était une sorte de champ électrique, c'était pas forcément l'aura, mais ça permettait de dévoiler des informations comme on peut aussi trouver dans l'aura. Mais disons que ça prouvait qu'il y avait un champ d'énergie autour de chaque être et que lui, il a développé des technologies électroniques qui permettent de mettre ça en évidence, de mettre ces énergies en évidence. Donc d'abord, il est devenu spécialiste de l'énergie Kirlian, hein, on va dire, hein, de la photographie Kirlian. Et après, il a développé son propre système qu'il a appelé d'abord PIP, Polycontrast Interférométrie ou quelque chose comme ça. Je sais pas le nom exactement, hein, mais il appelle ça PIP. Et après, le PIP est devenu le NEV de New Energy Vision. Harry Oldfield, c'est vraiment l'inventeur type qui est toujours dans la recherche, qui est toujours à vouloir améliorer, découvrir des nouvelles choses, qui est passionné par chaque découverte, qui veut vraiment aider. Mais c'était vraiment pas le commercial, donc il a, je pense, pas eu toujours facile à vivre de ses découvertes et il a été aussi plusieurs fois copié par d'autres. Hein, donc, si vous voyez des techniques qui ressemblent à ce qu'il fait, vous pouvez presque être sûr que d'une manière ou d'une autre, ça a été copié de lui. Parce que lui, imaginez-vous, il faisait des soins avec de l'électronique, des lumières, de couleurs et les cristaux déjà depuis les années 70. Un exemple, je vais vous montrer quelques photos là. Imaginez, aujourd'hui, c'est assez commun ça, dans les médecines alternatives. Mais dans ce temps-là, c'était complètement nouveau. Hein. C'était complètement... surtout comment lui il le faisait, c'était du Star Trek. Hein. C'était... il était complètement... ouais, après là, c'est pas facile. Il n'y a pas tellement de photos dans son livre. Hein. Mais il y en a quand même. Ah ben ça, c'est un article de 1981. Ah là, on le voit tout jeune. Oui, ça c'est marrant. Oui.
Harry Oldfield en 1981. Medical News. Donc lui, il a travaillé aussi dans le secteur médical, hein, mais après, il a fait ses propres soins et recherches et soins, on va dire, hein. Attendez, je vais trouver là un autre. Là, dans l'autre livre, il y a peut-être plus de photos. Ouais, voilà. Ouais. Ben, un exemple là. Vous voyez, il y a une fille. Il y a un appareil électronique à côté, là. Et autour de sa tête, elle a une bande. C'est un tuyau. Je sais pas, on voit pas bien, mais c'est un tuyau avec des cristaux dedans. Et après, il faisait passer de la lumière sur ces cristaux qui activaient certaines énergies et qui permettaient de soigner la personne. Hein, c'est vraiment du Star Trek, hein. Il envoyait même là, par exemple, vous voyez là une personne qui est assise. Et pareil, là, il a des sortes il a des sortes de lunettes, là. Il a des sortes de lunettes où il envoie aussi des fréquences et de la lumière sur des cristaux sur ses yeux, peut-être pour soigner ses yeux. Hein, euh, vraiment, il faisait des... Ben, il parle des chakras aussi, hein, il parle des chakras. Pourquoi il parle des chakras? Parce que avec son appareil New Energy Vision, ça permet de voir aussi l'activité des chakras. Hein, donc c'est un appareil, c'est quoi? C'est un logiciel en fin de compte qu'on met sur l'ordinateur. Et après, avec la caméra de l'ordinateur ou avec une webcam haute définition, je conseille par exemple 10 millions de mégapixels, de 10 millions de pixels, euh, on pourra voir, par exemple, les énergies des méridiens, des blocages. On pourra voir en live. Le grand avantage, qui est une forte amélioration par rapport au système Kirlian, parce que le système Kirlian, c'était un peu difficile pour voir les choses en live, en direct. Et que là, avec le système NEV, on peut voir les énergies en direct. Vous pouvez voir les énergies circuler pendant un soin, par exemple. Hein, vous pouvez même enregistrer en vidéo, prendre des photos quand vous voyez quelque chose d'intéressant se passer. On peut même filmer des paysages. Mais moi, avec le système, hein, un jour, j'ai mis mes économies là-dedans. Un jour, j'ai acquéri ce système. Maintenant, j'ai pas vraiment beaucoup le temps de m'en occuper, mais euh, euh, parce que la mesure et l'analyse des mesures, on va dire ça prend toujours du temps. Mais on peut voir en live hein, les choses. C'est très intéressant. J'ai même, lors de mes voyages au sud du Niagara, qui est connu comme une sorte de grand vortex énergétique, ben, je peux vous confirmer qu'il y a énormément d'énergie là-bas. J'ai pu filmer ça 2 fois, à 2 reprises là-bas, au sud du Niagara. J'ai aussi pu filmer. Les premières expériences, c'était chez Harry Oldfield lui-même. Hein. Donc, euh, donc moi, je découvre son existence en 2012 au Eternal Knowledge Festival. Et donc je me dis, ben, cet inventeur-là, ce génie, il faut que je le revoie, il faut que je le rencontre. Et donc du coup, quelques semaines ou quelques mois après, je décide d'un voyage, de retourner le voir en Angleterre. Et donc j'ai été directement, j'ai pris rendez-vous avec lui. Il se rappelait de moi de ce festival. Parce que l'avantage quand on est invité comme conférencier, comme moi, ben, c'est qu'on rencontre tous les autres conférenciers, souvent en coulisses, on va dire, ou avec les organisateurs. Donc, on mange ensemble le soir, ou on se rencontre le midi au petit déjeuner, et donc on parle ensemble de façon relaxe. Et donc, j'avais pu un peu le découvrir. Et, euh, euh, et alors, je me suis dit, il faut que j'aille le voir. Et donc j'ai été le voir
Et ce jour-là, j'avais comme un rhume. J'étais pas très bien. J'étais assez sombre à cause du rhume. Et j'étais comme ça congestionné, on va dire, hein, comme ça. Et donc, il me filme et on voit des énergies assez sombres parce que j'étais un peu malade. Et après, il prend mon sang. Ah non, c'est pas après, après les soins. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Il a mesuré. Donc, j'ai été dans son laboratoire. D'abord, je pense, où est-ce que j'ai été? On avait rendez-vous, je pense, à la sortie de la chambre d'hôte où je logeais, je pense, ça doit être ça. Et après de là, on a été jusqu'à son laboratoire qui était dans les bâtiments d'une université locale à Telfort. Et là, il avait un local. Hein, on va dire comme un petit local de classe, c'était son laboratoire, on va dire, hein, qu'il pouvait utiliser. Hein, c'était pas grand, hein, c'était assez petit même. Et, euh, et donc, il faisait ses recherches chez lui à la maison et dans ce petit laboratoire. Et donc, je suis là, il allume son ordinateur, il sort la caméra, il avait aussi un microscope, là, il avait différentes choses, il avait beaucoup de bazar, comme beaucoup d'inventeurs, Géo trouve tout comme ça. Et, euh, Et donc, on commence à filmer, commence à me montrer des choses, à m'expliquer des choses. Et alors, moi, j'avais pris une pyramide avec. Hein, c'est de là. Une comme ça. Attendez. Vous voyez, une pyramide en plâtre comme ça. Vous voyez. Hein, comme je montre souvent dans les stages aussi. Hein. Donc, c'est les pyramides que je fais en plâtre, hein, que j'ai appris à faire avec mon ami Michael Wust, qui est maintenant aussi décédé. Euh, et donc, j'ai aussi la fleur de vie. Dessus, j'en ai avec fleur de vie ou sans. Même sans, ils sont très puissantes, hein, les pyramides. Et, euh, et donc, du coup, je lui dis, voilà, moi, je fabrique des pyramides comme ça. Il y a un cristal de quartz dedans. Il y a plein de petits cristaux dedans aussi. Euh, et euh, et c'est vraiment très énergétique. Est-ce qu'on peut le mesurer ou pas, ou comment on fait? Voilà. Et alors, ben, il me fait porter cette pyramide comme ça. Où je le porte comme ça, je lui dis ça peut être intéressant parce que j'avais vu sur un hiéroglyphe il y avait un personnage qui portait la pyramide comme ça, plat dans la main. Et donc, du coup, je fais ça. Au début, on voit, avant que je le porte, que mon visage est très sombre parce que j'avais un rhume et j'étais congestionné comme ça. Et après quelques minutes comme ça, on voyait, c'était comme si j'étais complètement énergétisé. Et on voyait comme une énergie émaner de la pointe de la pyramide, une énergie émanée et on voyait même sur le plafond que c'était très énergétique, qu'il y avait comme une tache énergétique à cause de l'énergie qui émanait. Et après, même tout autour, il y avait beaucoup d'énergie. Et après, il me fait une prise de sang, juste quelques gouttes, une aiguille dans le doigt, et il me prend quelques gouttes, il met ça en dessous de son microscope et on regarde. Et alors il me dit, regarde là, ça c'est le virus de ton rhume. Vous allez dire, mais on peut pas voir des virus sous un microscope. Ben si, lui, il peut. Donc lui, il a aussi inventé un microscope comme inspiré de Royal Rife, hein, qui avait inventé, je pense que c'était dans les années 50 ou les années 30, que Royal Rife a inventé un microscope où on peut voir les virus. Même officiellement, dans la science officielle d'aujourd'hui, on nous dit que c'est pas possible de voir si petits des organismes vivants. Ben, Royal Rife, lui, il avait inventé un système qui permettait de le voir et et Harry Oldfield aussi, inspiré de Royal Rife, il a fait une version, on va dire, plutôt électronique, ce qui a beaucoup d'avantages aussi. On peut voir les cellules, même les virus, les bactéries vivantes, sans qu'ils soient morts. Dans les techniques scientifiques aujourd'hui,
il faut que les cellules soient mortes. Il les regarde morts, on va dire, sous leur microscope. Et parce qu'il faut pas qu'ils bougent. Et que là, ils peuvent les voir vivants. Donc, c'est très intéressant, ça. Hein. Et euh, donc, il me montre mon sang sous microscope. Bah, je peux vous dire, ça fait drôle. Votre sang, de voir votre sang vivant, vous le voyez pulser, en réalité, c'est quelque part une partie de vous-même qui est là sous le microscope et qui vit et qui est en train de mourir quelque part, une partie de vous-même. Ben, euh, c'était vraiment super intéressant. Et alors, quand j'ai vu mon sang là, c'était incroyable parce que euh, c'était comme ça me faisait penser aux recherches de René Quinton sur le plasma d'eau de mer. C'est que quand on voit tous les organismes dans notre sang, toute cette vie, parce que chaque cellule, elle pulse, elle bouge, c'est comme s'il y a des bancs de poissons, des bancs de micro-organismes. Vous voyez, hein, c'est toute une vie. C'est vraiment comme on regarderait un documentaire, un reportage de Cousteau il y a 20 ou 30 ans, vous voyez, c'est sur la vie des océans. C'était vraiment magique. Et alors, il me dit, oh, ton rhume, là, c'est pas trop grave, là. Ouais, tu vois, on voit quelques points, mais il dit, ils sont déjà affaiblis. Tu vois, là, il y a un globule blanc, hop, il est en train de le manger, là. C'est assez rigolo. Et il m'a dit, il avait rarement vu un sang aussi vital, avec autant d'énergie. Parce que, imaginez-vous, ben déjà, grâce aux soins avec la pyramide, hein, probablement, hein, qui m'avait vraiment énergétisé. Hein. Je suis resté là bien comme ça 5-10 minutes hein, et j'étais même pas fatigué. C'est comme si ça donne de l'énergie. Pourtant, c'est quelques kilos, c'est quand même assez lourd et on n'est vraiment même pas fatigué. Hein. Et donc, c'était assez impressionnant. Et je dois dire que j'avais quasiment plus de rhume après. Ben, j'ai plus, j'allais beaucoup mieux. Et donc, du coup, j'ai vu toute cette vie dans le sang, hein, toutes ces pulsations et ces lumières aussi. Ça fait penser aussi aux travaux de Wilhelm Reich sur la pulsation lumineuse, les bions et la lumière qui jaillit des cellules, qui peut voir sous microscope à 2000, 3000 de grosseur, hein, d'agrandissement. Mais là, c'était encore plus agrandi. Hein. Et il joue avec un jeu de lumière et de prisme et qui fait que après on peut voir vraiment la lumière des cellules et la vitalité des cellules et c'est vraiment très intéressant. Après, moi, je suis pas assez biologiste cellulaire pour tout comprendre ce que j'ai vu. Hein. C'était un premier test. Euh, Et donc, du coup, il a trouvé cette pyramide assez fantastique aussi, très intéressante aussi. Euh, il disait aussi, il y a beaucoup de techniques, on va dire, d'harmonisation, d'amélioration de la santé ou du bien-être et tout, où on dit que ça marche ou que ça marche pas, on sait pas. Mais lui, avec son appareil, il le voit. Il peut vous dire tout de suite, ah ouais, là, il y a un effet ou là, il n'y a pas d'effet. Hein. À un moment donné, j'avais comme une verrue aussi. Hein. Je lui montrais un peu tous mes petits bobos ou soucis hein, pour l'expérience, on va dire. Et j'avais une petite verrue à ma jambe qui me chatouillait, j'avais jamais eu ça de ma vie et cette période-là, j'avais ça. Et alors, il m'a dit, montre-moi ça. Déjà, il regarde ma jambe avec la vision énergétique et il voit qu'il y a un blocage. Hein, qui a l'énergie du méridien qui passe pas bien. Et justement, à cet endroit du méridien, il y avait cette verrue. Et alors là, il me sort cet appareil-là, je vais vous montrer. C'est aussi une invention à lui, plus récente. C'est le Crystal Harmony Unit, hein, Energy Balance Tranquility. Hein. Et donc, vous voyez, il y a un câble et il y a un cristal au bout, vous voyez, là.
Voilà. Et après, on peut l'allumer comme ça. Attendez, hein. Ah oui, je dois l'allumer naturellement, sinon ça va pas aller, hein. Vous voyez, donc ça c'est couleur bleue. Je sais pas si vous voyez. Ouais, ça clignote, alors c'est peut-être plus difficile. Là, sur mon front, on voit comme ça. On voit le reflet. Ah oui, c'est marrant ça. Oui, on voit le reflet. Je vais le mettre là, alors. Vous voyez en bleu, là. Et on peut changer la couleur, hein. On peut faire vert ou rouge aussi. Vous voyez, ça c'est vert. Voilà, ça c'est vert. Ouais. Et on peut faire rouge. Voilà, ça c'est rouge. Et donc ça, vous pouvez passer sur une zone, hein, par exemple, si je veux augmenter un peu l'énergie là, ma gorge, comme je parle beaucoup là. Voilà, ouais. Et il m'a mis du rouge comme ça à l'endroit de cette verrue. Tout de suite, j'ai senti un soulagement. Mais vraiment, j'ai senti ça, ça allait vraiment beaucoup mieux. Et ça a vraiment arrêté la croissance de cette verrue et après, elle a diminué. Hein. Après, j'ai plus jamais fait de soins dessus. J'ai encore toujours un petit reste, je dirais, mais ça s'est arrêté. Ça allait beaucoup mieux. Et donc, avec ça, ça permet, j'ai énormément de témoignages à chaque personne où j'essaye cet appareil. Et il y a toujours des bons retours. C'est très intéressant. Hein. Et donc, ça, c'est un petit appareil portatif. Maintenant, je ne sais pas si sa compagne et son fils vont continuer à fabriquer ça. Ils m'ont dit que ils allaient plus le faire. Maintenant, je suis en train de voir avec eux pour quand même continuer à le faire parce que moi, ça m'intéresse beaucoup de continuer à diffuser ça. Euh, donc, on verra. Parce que c'est pas juste la simple lumière hein, qui l'envoie sur le cristal, c'est aussi certaines fréquences bien précises qui ont des pouvoirs pour soigner. Hein. Donc, Harry Oldfield, c'était aussi un spécialiste des fréquences, un spécialiste des cristaux et un spécialiste des ondes en général. Hein, donc des ondes de leur côté, donc de Georges Lakhovsky, de Tesla. Il s'inspire beaucoup de Nikola Tesla, de Georges Lakhovsky et quelques autres. Donc ça, c'est un peu tous ces inspirateurs hein, qui ont permis après de développer des choses. Par exemple, il peut capter, enregistrer la voix, votre voix humaine, et après, il va corriger certaines choses dans le son que vous allez pouvoir réécouter pour vous soigner, par exemple. Il peut aussi capter des fréquences émises par un cristal pur, simple. Hein. Par exemple, là, je vais l'éteindre, hein, lui. Mais il peut, par exemple, capter. Après, là, c'est. Bah, vous voyez, ça, c'est un obolix. Hein, mais c'est pas. Ah, voilà, il y a un cristal, vous voyez. Ben, il peut capter l'énergie du cristal, transformer en son, parce que ça émet certaines vibrations, transformer en son. Et alors, il a fait des CD du son des cristaux. C'est vraiment très, très spécial. Et ça a aussi des pouvoirs de bien-être et guérissants très puissants. Hein. Et donc, ça va très loin. C'est vraiment la science. Quand ce livre est intitulé là, que c'est des technologies qui vont permettre de survivre le 21e siècle, c'est vraiment vrai. Hein. Moi, je vous dis, lui, il était 50 ans en avance sur son temps hein, par rapport aux techniques de soins. Parce que ces techniques de soins sont très puissantes. C'est d'une efficacité assez importante, impressionnante. Et ça va vraiment dans cette nouvelle ère qui arrive. Hein. Ça va vraiment dans ce sens-là.
Et avec l'électronique et la technologie d'aujourd'hui, on peut encore avancer grandement dans toutes ces recherches et découvertes. Hein. Euh, euh, Qu'est-ce qu'il a fait aussi? Ah ben, par rapport aux cristaux, ben, lui, avec ses appareils de mesure des énergies subtiles, hein, euh, je vais ranger celui-là. Sortez. Mm. Oui, avec ses appareils de mesure d'énergie subtile, il a pu voir ce qu'on peut appeler, ben, ouais, je vais pas le dire tout de suite, mais comme ça, mais j'étais au restaurant avec lui, on mangeait, et elle m'a dit, Yannick, tu sais que tout ce qu'on lit dans les contes sur les êtres élémentaires, les fées, tu sais que ça existe vraiment, ça? Ah, un peu comme ça qu'il m'a dit, je me rappelle plus exactement, mais il m'a dit, par exemple, dans un cristal, il dit parfois il y a des cristaux, ils sont habités. Et alors il me dit, tu sais, moi j'ai déjà vu comme un être qui sort du cristal, il se promène comme ça un peu autour, et après, hop, il rentre de nouveau. Et il sort, et il rentre, ou il reste dedans longtemps. Et il dit, il y a des cristaux qui sont habités. Il y a vraiment comme quelqu'un qui habite dedans. Un être, on va dire, hein, une sorte de gardien, une sorte d'être qui habite dedans, qui peut être bien intentionné ou mal intentionné, c'est encore un autre sujet, ça, mais il peut avoir des cristaux habités. Et ouais, donc il me disait ça. Il me racontait ça, et alors il me parle des êtres élémentaires et tout, et comme moi j'y croyais à tout ça, bah alors il a continué à en parler, hein, parce que sinon il m'aurait pas parlé de ça. Parce qu'il me dit que ces êtres, s'ils se montrent à vous, c'est que vous êtes prêt à les voir aussi. Mais sinon ils se montrent pas à vous. C'est eux qui peuvent décider quelque part si vous allez les voir ou pas. Hein, ça peut même être sur votre pellicule de photo classique, hein, ça peut être même dans votre caméra ou dans votre subconscient. Euh, mais lui, il a pu prendre carrément des photos avec ses appareils. Mais il dit si jamais il faut pas en profiter non plus, il faut pas montrer ça à n'importe qui, parce que sinon ça peut se passer que la photo s'efface, par exemple, ou qu'il y a un sabotage quelconque des énergies de l'au-delà, on va appeler ça, qui fait que on retrouve pas la photo, ou ci ou ça. Et mais donc il a pu me montrer une être qui était comme sur un bâton qui volait, un peu comme on dirait une sorcière, mais c'est pas une sorcière, c'était comme une fée, une être assez positive, je dirais, qui volait. J'ai vu ça. Et il m'a montré ça, c'était vraiment très très sympathique et ça confirmait ce que moi j'avais lu sur les travaux, par exemple de Fintorn et d'autres, hein, ou même en biodynamie sur ce que raconte Rudolf Steiner et tout. Donc ça confirmait un peu tout ça. Donc il y a vraiment des êtres comme dans d'autres dimensions en parallèle de nous qui vivent là et qui interagissent avec nous et avec toute la nature, hein, qui font partie de la nature d'une certaine façon. Hein, donc ça, c'était vraiment très intéressant, ça. Très, très intéressant. Ouais. Allez, ben, on va à la santé des êtres, des gnomes, de tous nos protecteurs et de tous nos, de tous les êtres qui nous aident et qu'on respecte dans la nature et avec qu'on aimerait bien mieux connaître et œuvrer avec, ou au moins avec tous ceux qui sont de bonnes intentions, ou être guidés aussi. Mm. Mm.
Mais donc, vous voyez, Harry Oldfield, il a inventé cet appareil de soins par les cristaux, et pas que celui-là, tout plein d'appareils. Il a inventé des techniques avec le son, il a découvert un tas de choses autour des cristaux. Il a inventé son appareil de vision énergétique, qui est vraiment un appareil. Il n'y a pas d'autres systèmes dans le monde qui permettent de faire ça, de voir les énergies en direct. Il n'y a aucun appareil qui permet de faire ça. C'est dans le spectre lumineux. Et avec ça, j'ai pu voir l'énergie des pyramides, j'ai pu voir l'énergie... par exemple, vous pouvez mettre un circuit Lakowski sur vous et vous pouvez voir l'effet que ça fait sur votre énergie, par exemple. C'est des choses possibles à faire avec cet appareil. On peut mettre des systèmes d'électroculture en place dans un champ ou dans un potager et voir avant, après, qu'est-ce que ça fait sur l'énergie du lieu. Si on filme de quelques dizaines de mètres à distance, on peut voir, ou même de plus près, on peut voir certaines choses comme ça. Après, c'est pas toujours évident à interpréter parce que c'est un peu comme, imaginez que vous connaissez rien aux chakras, méridiens, tout ça. Si vous voyez ça sur un film, ces énergies bouger, vous n'allez pas comprendre ce que c'est. Donc ça demande aussi tout un apprentissage de comprendre ce qu'on voit. C'est un peu comme si on voit des nuages. Un météorologue, il va pouvoir analyser, dire plein de choses rien qu'à la forme des nuages. Mais quelqu'un qui s'y connaît en rien, il voit les nuages, pour lui c'est juste un nuage. Vous voyez? Donc c'est vraiment ça demande quand même de l'apprentissage pour pouvoir utiliser ces outils dans le maximum de leur potentiel. Mais voilà, tout s'apprend. C'est comme une langue. Si on connaît pas la langue, on n'entend que du bruit. On distingue pas les mots, on distingue pas aussi pas ce que ça veut dire. C'est ça quand on entend une langue étrangère qu'on connaît pas, c'est pareil. Donc il faut apprendre. Il y a tout un apprentissage pour comprendre ce qu'on voit, comprendre ce qu'on entend. Donc c'est vraiment très intéressant. Ouais. Donc, je vais voir que j'oublie rien de ce que je voulais dire. Les inventions de Harry, Patrick Flanagan. Ouais. Et donc, oui, ça aussi. Patrick Flanagan et Harry Oldfield surtout, avec tout leur système de mesure très scientifique quelque part, très technique, très électronique, permettent de mettre en évidence tout ce monde invisible qui nous entoure. Tout ce monde électromagnétique, énergétique, ces champs d'énergie qui nous entourent, pour montrer que c'est bien réel, qui sont bien réels, que c'est pas juste des contes ou des traditions ou des connaissances ancestrales. Non, c'est bien réel ici et maintenant. Et je voudrais faire le pont avec qu'est-ce qu'est l'électroculture. L'électroculture, c'est pas... Souvent on met trop en opposition l'agriculture conventionnelle, la permaculture, l'agriculture syntropique, l'agroforesterie, toutes sortes de techniques agricoles, ou toutes sortes de grands mots comme ça. Mais c'est pas en opposition. Tout ça, c'est complémentaire. Il y a des connaissances de partout qui peuvent être utiles dans chacun des domaines. Et l'électroculture, là-dedans, c'est quoi? C'est une approche où on va faire attention à la dimension électromagnétique, énergétique, énergie subtile, et qu'on va optimiser ces paramètres ou ces champs d'énergie ou ces consciences aussi, parce que certaines énergies subtiles, comme les êtres, sont conscients. On va apprendre à connaître toutes ces énergies et après les optimiser d'une certaine façon
pour encore améliorer les résultats des cultures, les champs des cultures. Hein, les champs, comme on dirait un champ, mais c'est aussi un champ d'énergie, et culture, comme on dit, honorer. Culture veut dire honorer aussi, et veut dire aussi champ. Donc, c'est très intéressant. Et donc, l'électroculture, c'est vraiment complémentaire à toutes les autres techniques de culture. Et en réalité, toutes les techniques sont bien complémentaires. Euh, euh, c'est vraiment, on va faire attention à l'approche, à la dimension électromagnétique de l'environnement. Et quand on commence à faire attention à ça, on découvre que c'est euh, une importance primordiale et incommensurable dans le sens que c'est aussi important que l'eau, l'air, le sol et la lumière. C'est vraiment parce que vous pouvez, la température même, c'est aussi important que la température. Hein. La température, c'est aussi invisible. Il faut un thermomètre pour le mesurer. Et on le sent. Là, on le sent au toucher. Ah, il fait froid, ouais, il fait chaud. Hein. Donc, on a un peu une référence de mesure, mais quelque part, c'est invisible, la température. Pourtant, on voit bien que c'est très important pour la croissance d'une plante et la vie sur Terre. Ben là, il y a encore d'autres notions hein, énergétiques qui sont tout aussi importantes. Parce que si électriquement et magnétiquement, euh, même rien que électriquement et magnétiquement, le champ n'est pas optimum ou toxique, il n'y a rien qui pousse. Vous pouvez avoir l'optimum en lumière, l'optimum en température, l'optimum en eau, en sol, en, en tout ce que vous voulez, mais que magnétiquement vous êtes dans un four à micro-ondes, bah, tout est mort. Rien ne poussera. Vous voyez, pourtant, chimiquement, physiquement, tout est au top, tous les paramètres sont au top pour faire une fantastique culture, mais dommage, il y a une antenne relais à côté et ça, on n'a pas appris comme ingénieur agronome que ça va bousiller toute la culture ou que tous les animaux vont tomber malades. Donc, c'est un exemple, une caricature que je donne, mais c'est d'une importance primordiale. Il y a toute une dimension invisible dont on commence seulement à développer les appareils électroniques pour le mesurer, qui sont très importants pour la santé et la croissance optimum et la santé optimum d'un lieu et des végétaux. Donc du coup, ça peut aussi expliquer aussi pourquoi des résultats peuvent être différents d'un endroit à l'autre. Hein. Ça explique beaucoup de choses d'ailleurs. Ça peut expliquer aussi pourquoi, dans certains cas, dans beaucoup de cas, dès qu'on fait un peu de technique d'électroculture, oh, les résultats explosent. Ah, les résultats sont faramineux. Et pourtant, au niveau eau, lumière, température, c'est tout pareil. Au niveau eau chimique du sol, vous voyez, ou fertilisation du sol chimique, tout est pareil. Et pourtant, dès qu'on met un peu de techniques d'électroculture en place qui vont interagir avec cette dimension électromagnétique, là, tout de suite, toute la croissance augmente. Donc, pour des gens très matérialistes, c'est difficile à concevoir. Mais voilà, on peut pas tout savoir. Il faut juste être assez humble à être d'accord, à être ouvert, on a encore qu'on connaît vraiment qu'une infime partie de la réalité et qu'on a encore beaucoup de choses à découvrir. Et donc, du coup, à partir de là, si on est ouvert d'esprit, hein, ouvert à des nouvelles choses, à comprendre qu'on ne comprend pas grand-chose finalement, ben alors on peut découvrir et voir des nouvelles choses. Alors la nature va s'en charger de nous faire découvrir un tas de nouvelles choses aussi. Voilà, et ça, Harry Oldfield, Patrick Flanagan, ils ont peut-être ça en commun, c'est que c'est des éternels
enfant quelque part, hein, où on cherche toujours à comprendre, à pourquoi ça marche comme ça, pourquoi ça c'est comme ça, pourquoi on pose des questions, surtout même ce qui paraît le plus évident, hein, et on cherche à comprendre, et même si on reçoit une réponse, si elle ne nous satisfait pas complètement, bah, on continue à poser la question. Et voilà, et on cherche. Et après, un jour, il y a hop, un petit déclic, une petite expérience, une petite observation qui nous amène un peu plus loin. Et c'est vraiment, c'est magique ça. Ouais. Donc, oui, comme je disais, hein, donc avec les découvertes de Patrick Flanagan et de Harry Oldfield, on peut mesurer et voir des champs de cohérence, des champs de tension, des vortex. Dans les énergies subtiles, on peut voir vraiment les vortex, comme on en parle souvent. L'énergie vitale, on peut avoir une idée de l'existence de l'énergie vitale aussi. Les méridiens, ça existe aussi, hein, sur Terre et comme sur les plantes et les humains, et les animaux. Euh, et la notion de l'harmonisation. L'harmonie revient toujours, tout le temps. Hein, c'est très intéressant ça. Donc après, ça nous amène aussi à la notion de conscience. Qu'est-ce que la conscience? Où est la conscience? Est-ce que la conscience se limite à l'être humain, à l'être humain, les animaux, aux plantes, aux cristaux? Pour Harry Oldfield, il y a clairement une sorte de conscience aussi des cristaux. Vous voyez, hein, ça paraît fou, hein, ce que je dis, hein, mais pour certains, bah, il y a les êtres élémentaires, il y a des êtres invisibles, c'est aussi des consciences qui ont leur propre vie, leurs propres objectifs, leur propre mission sur Terre, autour de nous, dans ces mondes invisibles, on va dire, hein, ou invisibles pour certains, pas pour tout le monde. Euh, donc c'est vraiment la conscience en réalité, elle est partout. Et elle est partout. Il y a des logiques scientifiques, il y a des règles, des lois physiques, mais il y a de la conscience aussi partout. C'est plus impalpable, mais c'est aussi une réalité. Donc ces lois physiques peuvent être utilisées par toutes sortes de consciences, pas que par nous. Hein, ouais. Un exemple, c'est pas parce que la pomme, elle tombe toujours droite qu'il n'y a pas un jour qu'elle tombe et qu'elle va de travers. Pour X raisons, parce qu'il y a peut-être une conscience qui est pour nous invisible qui a agi sur la pomme à ce moment-là. Vous voyez? Et là, le scientifique, il se tire les cheveux par la tête, hein, parce que ça correspond plus à la loi de Newton. Hein. Mais c'est possible. Combien d'accidents ont été évités où des gens se disent ah, je sais pas ce qui s'est passé, j'aurais dû être mort, mais j'ai mon ange gardien, ou il y a un truc tout à fait paranormal, incroyable, un miracle qui s'est passé, que je suis sorti sans une égratignure, par exemple, et toute la voiture est complètement déchiquetée, par exemple, ou complètement écrabouillée, la personne, on la retrouve sur le côté, complètement sans aucune égratignure. Pourtant, elle aurait traversé la fenêtre, brisé la fenêtre, volé 5 mètres plus loin. Mais non, les scientifiques vont dire la loi de Newton, on ne comprend pas, mais voilà, aucune égratignure. Vous voyez, ça suit pas toujours la loi de Newton. Voilà, voilà. Euh, ouais. Bah, bonsoir, bonjour Andrea. Bonjour Thérèse, bonjour Jo, bonjour Gilles de Polynésie. Ah, il y a le Portugal, la Polynésie, Eric. Bonjour Eric, bonsoir Eric. Saura, Arnaud, Naturatus, Delphine, Jessie, Dimitri, Nancy.
Isabelle, ah bah il y a du monde, hein. Bah, bonsoir à tous, ça me fait plaisir que vous êtes là. Roland, bonsoir Roland, Jean-Pierre, Rome, Rome. Ah ben Rome, bonsoir Romain. Hein, ouais, j'en parlerai peut-être là des témoignages et projets en électroculture. Donc, je vais d'abord voir où j'en suis. Donc, je parlais de la conscience. Ah ben voilà, ben je suis au niveau des témoignages. Donc, ben Romain, lui, c'est le maraîcher qui est en Bretagne, hein, qui fait un travail fantastique, formidable, hein. Vous pouvez aller sur sa page. Il y a le lien sur le groupe électroculture. Et donc là, il va épandre du basalte qu'il est en train d'occuper à énergétiser sous la pyramide. Déjà, le basalte qu'il a est exceptionnel en paramagnétisme. Il est à 9000 micro-CGS de paramagnétisme. Il va installer des tours rondes, des grandes tours rondes de 2,50 m de haut. Et il fait déjà quelques techniques d'électroculture, hein. Donc, il est venu à un de mes stages il y a déjà plusieurs années quand je suis venu, je pense que c'était quand j'étais venu en Bretagne. Il y avait, c'était dans les premiers stages où il y avait 90% de maraîchers horticulteurs, de professionnels qui étaient là. C'était exceptionnel que d'habitude, j'ai toujours environ la moitié qui sont des professionnels et là, c'était vraiment exceptionnel. Donc, en Bretagne, il y a un réseau de professionnels de maraîchage et horticulteurs et agriculteurs qui connaissent un peu l'électroculture, qui est hors du commun. Hein. Aussi en Alsace aussi, hein, il y en a aussi déjà beaucoup qui sont venus à mon stage. Hein. Donc, je souhaite tous les meilleurs résultats à Romain. Et après, en ce moment, il y a encore d'autres projets en cours, hein. Il y a des vignerons qui sont aussi occupés à mettre des tours rondes, hein, comme Damien Lorieux, qui est souvent aussi dans le groupe, hein, qui a aussi mis une petite tour ronde. Il y a aussi, qu'est-ce qui est encore occupé en ce moment comme nouveau projet? Il y a un projet africain. Là, il y a des Africains de Guinée, de Guinée qui m'ont contacté, qui veulent cultiver 100 hectares et qui ont commencé à faire des expériences avec des circuits Lakowski, avec des résultats très intéressants. Hein, on voit bien la différence. Donc ils ont commencé à faire des semis de tomates et poivrons pour faire un test avec circuit Lakowski et sans, et c'est vraiment nuit et jour la différence. Ils m'ont envoyé quelques photos. Et donc là, je leur ai proposé, hein, et je proposerai ça je peux en proposer ça à plusieurs, hein, s'il y en a en Afrique qui commencent vraiment à faire des choses et qui peuvent me montrer des résultats et qui sont prêts à aller plus loin, ben moi je suis prêt. À partir que vous avez les premiers résultats que vous pouvez me montrer, témoigner, je suis prêt à aider, hein, à investir aussi un peu et mais pas financièrement parce que il faut que chacun arrive à, à, euh, à développer sa propre rémunération, mais je suis prêt à aider matériellement. Je suis prêt à investir, à vous envoyer un peu de matériel électroculture pour faire vos tests. En échange, c'est pas gratuit, c'est pas un don gratuit parce que sinon j'aurais des milliers de, de mails et etc. Hein, même en France. Non, c'est en échange de faire vraiment des tests, de faire vraiment des mesures et de m'informer, hein, d'informer toute la communauté de vos résultats. Voilà. Hein, c'est vraiment dans cette idée-là. Ouais, voilà.
Merci beaucoup à vous tous. Je pense, après, je peux investir un peu, c'est relatif, hein, mais je peux investir un peu là-dedans pour aider. Et c'est dans l'idée de développer l'électroculture, de développer les témoignages, et d'aider ceux qui veulent commencer et qui n'ont pas beaucoup de moyens. Ceux qui ont beaucoup de moyens, bah alors vous pouvez en acheter sans problème. Mais je sais qu'en Afrique, selon les endroits et les contextes et les personnes, ça peut beaucoup aider et je sais qu'en Afrique, il y a énormément de bonne volonté, il y a énormément de motivation et d'énergie. Quand je vois dans certains contextes difficiles ce qu'ils arrivent à faire, c'est exceptionnel. Il y a énormément de génies en Afrique. Hein. Il y aura des futurs génies qui vont apparaître comme Patrick Flanagan, comme Harry Oldfield, qu'on va découvrir en Afrique, j'en suis sûr et certain. Hmm. Donc voilà, pour les amis d'Afrique, hein, je dirais, chacun chez soi, on va en vacances chez les uns et chez les autres et on essaye de s'entraider pour, voilà, la fraternité des peuples. Voilà, ça c'est ma philosophie. Hein. Voilà, voilà. Mais je pense qu'on a énormément à apprendre de l'un à l'autre dans tous les domaines, hein, dans le monde entier, hein, finalement. Donc, voilà, bah, j'ai fait un peu le tour des différents sujets dont je voulais parler. Hein. Donc, bah, le rappel, hein, un grand hommage à Patrick Flanagan et Harry Oldfield. Voilà, euh, ils sont là avec nous, là-haut, hein, ou quelque part, hein, et on n'est jamais vraiment mort, mais leur conscience est là quelque part. Et voilà, je voudrais leur témoigner de ma reconnaissance, mon admiration pour eux, ma source d'inspiration, et on va dire mon amour, mon voilà, je les admire beaucoup. Humainement parlant aussi, c'était vraiment voilà, très très bons souvenirs de Harry Oldfield. Voilà, voilà. Ben voilà, la vie continue. Nous, on continue les projets d'électroculture. Euh, à développer l'électroculture. Je pense que cette année 2020 qui arrive va être aussi une année exceptionnelle, comme l'année passée, même encore mieux, je pense. Donc, ça va encore vraiment booster au niveau électroculture, j'en suis certain. Et donc, voilà, voilà, ça va, on va encore passer des merveilleux moments à partager les résultats, ça va dépasser l'entendement, je pense. Ça va vraiment être incroyable. À un moment donné, à un moment donné, il y en aura beaucoup qui vont se réveiller en voyant les résultats, parce que on pourra pas passer à côté. Quand vous avez un maraîcher, par exemple, sur un marché qui va vous présenter des salades de 50 centimètres de diamètre, pendant que l'autre, il aura sa petite salade de 10-20 centimètres, et à un moment donné, il va se dire, mais comment il fait, le gars? Comment il fait? Bah, c'est pareil, quand il va montrer. Imagine le maraîcher. Je vous invite, maraîcher, planter, semer un peu des tournesols aussi si vous faites de l'électroculture. Vous aurez des tournesols de 50 centimètres de diamètre. Alors, fin d'été, au mois d'août, sur les marchés, vous allez pouvoir décorer votre boutique avec des tournesols géantes. Et alors, quand ils vont vous demander comment vous avez fait, vous allez pouvoir expliquer un peu l'électroculture et d'autres méthodes
ce que vous faites. Et ça va vraiment attirer l'œil. Moi, je vous dis, vous mettez quelques beaux tournesols, ça ne laisse personne insensible. Hein, et après, ils vont vous dire, bah, si tous vos légumes sont comme ces tournesols, ça va être incroyable. Ben voilà, c'est comme ça, c'est par le bouche à oreille. Ça a une force incroyable, le bouche à oreille. Et l'électroculture ne se développe que comme ça. Donc n'hésitez pas à diffuser vos résultats, à parler autour de vous, à faire connaître cette technique. Souvent, ça commence par le Circulakovsky. Donc n'hésitez pas à parler du Circulakovsky pour commencer. Hein. C'est vraiment exceptionnel. Voilà, voilà. Ma dernière gorgée, ça donne soif, tout ça. Santé à vous tous. Ouais, l'eau, c'est quand même encore ce qu'il y a de meilleur sur Terre. L'eau, c'est... Voilà, ça peut être un sujet d'un live consacré à l'eau aussi, hein, on y reviendra. Ben voilà, on est le 21 décembre, c'est aussi la journée du solstice, hein, donc c'est où les jours sont le plus courts. Et ce que j'avais lu ou compris, c'est que c'est pendant 3 jours. C'est pour ça qu'on parle souvent des histoires des 3 nuits. C'est qu'en réalité, il y a 3 jours, 3 nuits, où les jours et la nuit sont exactement de la même longueur. C'est comme si le soleil ne bouge plus, il va pas plus bas, mais il reste sur place. Et après, à un moment donné, les jours recommencent à grandir le 25. C'est pour ça qu'on dit que le 25, c'est la naissance. Ah, on parle de naissance dans la religion, mais c'est quelque part la naissance du soleil. C'est le soleil, disons que les jours vont se rallonger, hein, dans l'hémisphère nord en tout cas. Donc, très intéressant ça, très intéressant. Donc là, on est, voilà, ces deux hommages viennent à un moment symbolique, hein, où là maintenant on a comme 3 jours d'introspection, de réflexion, de rêverie, de, de méditation sur voilà, sur un certain passé, sur qu'est-ce qu'on a fait dans l'année aussi, et sur la vie de ces deux génies, et qu'est-ce qu'ils peuvent, comment ils peuvent nous aider, quel est leur héritage envers nous, et après dans 3 jours c'est la naissance. Oui. Ben, ce serait intéressant si vous faites des rêves, si vous avez des inspirations profondes pendant ces 3 jours. C'est la préparation vraiment de la nouvelle saison. Donc, profitez-en, profitez de votre famille, de vos amis, de passer vraiment des bons moments, hein, à chaque instant. Et chaque instant est unique. Donc, profitons-en tous. Voilà. Et souhaitons le bonheur à chacun. Au-delà des cadeaux et tout ça, moi, honnêtement, je n'ai pas préparé beaucoup de cadeaux. Je suis pas trop dans les cadeaux. Les cadeaux, ça me sort un peu par les oreilles. Mais ce que je trouve important, c'est d'être ensemble et de passer des bons moments ensemble. Enfin, les cadeaux peuvent en faire partie, hein, mais c'est plutôt la relation humaine qui est importante, je trouve. Ouais. Voilà. Bonne soirée à tous. Merci à vous tous. Et au prochain live, peut-être l'année prochaine, peut-être encore avant, peut-être encore cette année. Merci à vous tous. Au revoir.